On va ouvrir un autre chapitre important et qui touche et concerne particulièrement les jeunes, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, terminer l'attrait de ces grandes sociétés ancestrales aux hiérarchies pyramidales, fini le management autoritaire. On dit de cette nouvelle jeunesse qu'elle est décomplexée, qu'elle est surqualifiée, qu'elle aime la liberté et puis qu'elle a aussi un petit peu de peine avec l'autorité. Ça va? C'est bien. Ça va? Je la connais. Ça va, Manu? Non, je suis pas sûr de voir. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Nous allons entendre... Ça va, Manu? Nous allons entendre deux jeunes femmes au parcours particulièrement bluffant. La première, elle est entrepreneuse, elle est trilingue, elle est femme de sport et d'action. Elle est CEO d'une société qui est active dans la production de jeux vidéo éducatifs, qui a remporté de nombreux prix internationaux. Merci d'accueillir Alma Moya Lozada. Venez seulement me rejoindre, Alma. Je vais vous mettre votre siège ici. Voilà, comme ça vous serez bien. Installez-vous. Merci. Alma, vous parlez 3 langues. Vous avez travaillé dans le digital avant. Vous avez notamment travaillé pour cette fameuse société Oculus de Facebook. Vous avez beaucoup voyagé avec cette société. Russie, la Chine. Les US. San Francisco, Los Angeles, parce que c'est vraiment où il y a tous les côtés technologie, réalité virtuelle, augmentée. Donc, aux 4 coins de la planète, vous avez créé une société qui a remporté de nombreux prix, dont le Startup Innovation Award au World Innovation Economic Forum. C'est quand même une belle distinction. Oui, c'était à Davos, donc c'était un bon défi, mais aussi une très bonne récompense pour l'effort. Oui, comme on dit en français, c'est après l'effort, le récompense. Oui, exactement. Vous faites aussi des Ironman, c'est quand même les courses les plus difficiles physiquement au monde. Comment vous faites pour faire tout ça? Alors, je dirais, j'ai 3 choses. C'est motivation, discipline et avoir une North Star. Et motivation, c'est ce qui me fait, on va dire, avancer. La discipline, c'est ce qui me fait grandir. Et le North Star, c'est l'étoile polaire en français. C'est avoir une vision, un objectif. Et j'applique ça dans ma vie personnelle en tant que professionnelle. Expliquez-nous votre univers. Vous avez souhaité nous créer un univers et puis vous nous avez donné une photo d'un certain univers. Vous étiez à Zurich chez Microsoft et ça vous a inspiré. Pourquoi? Voilà, c'est moi, l'univers où je me sens le mieux, d'une manière, c'est sobre, c'est simple. Et dans le interior design, on va dire que c'est aussi 3 axes. Un, c'est d'une manière le less is more, donc moins et plus. Donc moins on met en avant l'espace et moins les éléments. C'est plutôt le minimalisme. D'un autre côté, c'est le natural interior design, donc c'est prendre l'extérieur, la nature dans l'intérieur des endroits. Et le troisième, c'est éco-concept, éco-design, on l'appelle, que c'est trouver des produits qui sont soutenables, durables, et qui ont un impact dans l'environnement. Donc c'est ça où je me sens. C'était important pour vous ici, justement. Ouais. Exactement. Oui. Alors on dit justement, il y a ces clichés sur cette nouvelle génération, ambitieuse, surqualifiée, connectée. Finalement, vous collez extrêmement bien à ces clichés. Est-ce que vous avez l'impression que ces clichés sont justifiés? Qu'ils ne sont pas là par hasard? Non, je pense qu'il y a un changement qui est en train de faire dans la société. Mais c'est vrai qu'il y a des choses... Il y a différentes personnes dans la génération où on est. On a des personnes qui sont décomplexées, comme le garçon. Ils peuvent, pas forcément dans le bon sens, là. Dans le bon sens, exactement. Et il y a des personnes comme moi et mon équipe qui on fait des actions. Parce qu'il faut être rebelle, mais c'est être rebelle et aussi prendre une action et être une personne qui fait de l'action. Parce qu'on parle beaucoup, on a beaucoup de râleurs. C'est pas la même chose d'être rebelle et d'être râleur. Oui. Oui. Évidemment. Oui, exactement. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération, elle est plus rebelle aujourd'hui? Oui. Rebelle contre l'autorité, contre une forme, je dirais, assise de gouvernance? Oui, on est plus rebelle parce qu'on a aussi, je pense, un accès majeur à l'information. Donc maintenant, on clique, on demande à Google et
on peut apprendre où on veut, comme on veut, de n'importe quelle manière. Donc, l'information, c'est le pouvoir aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un... Et on peut travailler où on veut, comme on veut. Donc, il y a un changement qui est en train de faire qui nous donne plus de pouvoir à les personnes qu'à les entreprises. Donc, il y a tout un système qui est en train de changer. Quand vous parlez, vous pouvez travailler un peu de où vous voulez. Est-ce que cette nouvelle mobilité, c'est un marqueur de votre génération? Vous bougez beaucoup plus, vous voyagez beaucoup plus. Est-ce que le digital aujourd'hui vous permet cette liberté? Oui, tout à fait. Moi, mon entreprise, j'ai une équipe en Argentine, une équipe qui fait l'infrastructure technologie, une équipe à Valencia qui fait le contenu. Le leadership team, on est en Suisse. On a des personnes, donc on travaille tout en ligne, tout remote. Moi, je vais beaucoup en Espagne parce que c'est où j'ai ma famille. Donc ça me permet une flexibilité énorme et que ça t'épanouit. Mais aussi, c'est très important d'être physiquement. Donc notre équipe, on se rencontre une fois par mois physiquement pour travailler. Donc, quand même, vous gardez ces points de rencontre importants. Et surtout le leadership, on a besoin parce qu'il a le conflit, le stress et les problèmes, il faut moins dans l'entreprise, on le confronte physiquement. Par l'écran. Pas dans le métavers. Non, tu ne peux pas confronter. On a besoin vraiment, on est des êtres émotionnels. Ouais. On est des êtres humains et le Covid a montré à tout le monde qu'on a besoin de cette contact physique. On ne peut pas être que virtuellement. Même si la technologie, c'est génial, voilà, il nous aide à vivre mieux. Mais aussi, on ne peut pas oublier qu'on est des personnes sociaux. Justement, la question a été posée tout à l'heure. Comment est-ce que finalement le digital et la blockchain changent aujourd'hui votre approche de la gouvernance? Oui, alors dans Equaland, par exemple, c'est une complexité qu'on a trouvé à ajouter. Par exemple, on traite des données des enfants. Avant, il y a des entreprises, il n'avait pas cette problématique des données, GDPR, COPPA. Donc maintenant, on a eu à avoir un consultant de protection des données pour regarder les flows des données de notre entreprise. Et pour nous, on n'a pas accès à des informations, par exemple, c'est très simple pour les enfants. Parce qu'on est une plateforme éducative des enfants. Et les enfants sont des avatars dans notre système. Ce n'est pas Alma, elle a 4 ans, elle est une fille. Non, c'est Alma, elle est Pink Elephant, donc elle est l'éléphant rose. Et c'est ça que notre entreprise a, cette information. Et l'école reste avec le sensitive data. Donc il y a toutes les procédures qui sont changées au niveau technologique. On doit être conscient de comment on traite les données. Ce n'est pas les employés, c'est physiquement, mais aussi digitalement. Qu'est-ce qu'il fait un de mes employés dans LinkedIn? Qu'est-ce qu'elle commande? Donc, il a un impact beaucoup plus large maintenant dans les entreprises et dans la gouvernance. C'est la gouvernance maintenant aussi dans l'aspect digital. Justement, vous êtes CEO de votre entreprise. Est-ce que ça a changé votre manière de conduire votre équipe, d'avoir accès au digital, d'avoir accès à la blockchain? Pour moi, c'est plutôt dans l'infrastructure technologique par rapport à notre client. Dans la gouvernance, il y a moins un impact direct avec mon équipe, mais c'est plutôt à l'extérieur de comment on gère avec les partenaires qu'on a avec Microsoft. On a toutes les données dans les serveurs de Microsoft en Suisse, à Zurich. Donc, c'est comment tu gères d'une manière le plus sécurisée tous les flows de données et voilà, pour être... Je vais essayer de reprendre je dérive toujours vers le vous, mais je vais revenir à ma ligne droite. Ta société s'appelle Aqualand. Oui. Moi, je connaissais les toboggans à Aqualand à l'époque, oui. En Espagne et ailleurs. Mais donc, vous l'avez appelé Aqualand. Vous avez levé près d'un demi-million. Oui. Tu as levé près d'un demi-million pour la création de jeux vidéo éducatifs. Est-ce que tu arrives à nous expliquer ce que c'est qu'un jeu vidéo éducatif? Oui, alors ce qu'on utilise, on l'appelle en anglais le game-based learning. C'est vraiment comme on peut utiliser les jeux. Il y a beaucoup de choses qui rendent l'éducation plus ludique et amusante. On peut avoir des continual feedback, progress feedback, donc on voit le progrès et ça motive, engage les enfants. Donc c'est une manière de motivation engagée pour les enfants en utilisant quelque chose de plus amusant et ludique. Donc, et nous, la différence d'Equaland, c'est que dans les jeux vidéo, on a 2 axes. Un, c'est les thématiques interdisciplinaires. Donc, on traite par exemple la durabilité,
Mais on parle de la ruralité et, par exemple, on a créé un jeu dans le pôle Nord où on éduque de global warming, mais après, on a un laboratoire où on transforme l'eau en glaçons et glaçons en fumée pour apprendre la relation entre de l'eau et comment il a l'impact des glaciers qui sont en train de se fondre. Et donc, on fait toutes ces connexions et c'est la manière que les enfants apprennent plus d'une manière interdisciplinaire. Ça veut dire qu'on apprend mathématiques, science, quand tu apprends de global warming. Et par rapport, on a fait aussi la même chose avec la diversité. Donc, c'est plus être, en anglais, on appelle subject agnostic. Tu n'apprends pas la mathématique en soi, sinon tu la plantes dans une thématique. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est un côté de notre expertise. Et l'autre côté, c'est les compétences qu'on traite. C'est vraiment dans social emotional learning, donc la pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration. Et aussi les comportementaux, que c'est curiosité, le courage, la résilience, l'autonomie. L'autonomie, j'ai fait une recherche avec notre équipe et c'est la clé pour le succès, c'est être autonome. Donc ça c'est une des compétences du futur et on est ciblé dans ça. Et on utilise les jeux vidéo. Voilà. Ce qui vous caractérise, ce qui te caractérise et ta génération et la génération alpha, c'est que vous êtes des digital natives, vous êtes nés avec le digital. Aujourd'hui, tu es dans justement ces jeux vidéo éducatifs. Comment est-ce qu'on peut gérer l'impact du digital sur des jeunes, sur votre génération aussi, parce qu'il y a inévitablement un impact. Comment est-ce qu'on le gère? Donc, si j'ai bien compris la question. Oui, pas passer trop de temps sur les écrans, comment est-ce qu'on gère l'addiction, ce genre de choses, c'est quand même des choses qui font partie de la vie globale aujourd'hui de la nouvelle génération. Moi, je vois ma fille, elle a un iPod, et puis je lui ai mis 1 heure par jour parce que j'aimerais pouvoir juguler aussi sa présence, parce que c'est vrai qu'on sait que les écrans sont vraiment énergivores, donc ils nous prennent beaucoup de notre temps. Comment vous faites, vous, dans ces jeux éducatifs, pour essayer de limiter cet impact digital? Donc nous, par exemple, c'est multisensoriel. L'approche qu'on a, c'est on n'enlève pas le professeur. Nous, on a toujours le prof, c'est le centre de l'expérience, mais utilise la technologie pour y apprendre et pour créer comme un hook ou un moment pour les enfants. Ah, on va jouer. Nous, on était à l'école ce matin, ils nous ont appelé des iPad Girls. On arrivait avec les iPads dans l'école et les enfants, ils sont tous contents parce que c'est quelque chose d'innovant. Ils vont jouer dans un écran. Ah, vous faites des jeux vidéo, c'est incroyable. Donc, ça donne déjà une curiosité, une stimulation positive pour l'ouverture de l'apprentissage. Après, c'est des expériences de 10 minutes. Et c'est très court et après il revient dans le réel et on y parle, c'est quoi le global warming, donc il a tout, c'est un mélange de réel virtuel, mais nous on peut traquer des données, comme eux, on a des quiz pour voir s'ils apprennent, donc on peut tracer s'ils apprennent dans l'application et les profs, ils peuvent combiner le réel avec le virtuel, donc c'est hyper intéressant et c'est plus, il a un impact positif dans les enfants. Est-ce que la promesse du métavers, c'est quelque chose auquel tu crois? Non, moi je suis une personne très ancrée, très connectée avec la nature. Et très connectée avec l'humain. Je suis espagnole, on est familia, câlin, affection. Donc les lunettes Oculus, faire des câlins avec des avatars, c'est pas... Ça va pas pour moi. Non. Ouais. Mais je pense, par contre, j'ai une société dans le monde digital. On crée une métaverse, on dit, pour les enfants. J'aime pas dire ce mot-là, mais oui, on pourrait dire ça. Mais pour moi, je veux être un leader dans le métaverse qui on utilise les physiques. Nous, on propose des activités physiques dans le global warming. Donc, on va dans un laboratoire. Donc, on n'oublie jamais qu'on doit retourner dans le physique. Donc, je pense que c'est très important dans le leader qu'il a une connexion virtuelle et réelle et qu'on a cette balance et équilibre. C'est quoi, justement, pour toi, la vision d'un bon leader, d'un vrai leader? Pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et très clair. Et il fait le chemin pour y aller. Et il y a des gens qui les suivent pour l'accomplir. Est-ce qu'un leader, il doit être challengé? C'est vrai que l'ancienne génération, il y avait plutôt un management vertical, une personne qui décide et on applique. Aujourd'hui, ça change un peu. On aime être challengé. Un leader, il doit être challengé? Oui, moi j'adore être challengé.
Et ça, c'est très personnel. Moi, si mon équipe il vient avec des idées, il dit Alma, non, pourquoi on ne fait pas comme ça? Génial, teste. Je pense que c'est bien de challenger, que ton équipe te challenge, c'est que tu es une bonne équipe. Pour moi, c'est que tu as des gens smart. Si tu as on va dire, des moutons qui te suivent, et je pense que tu n'as pas de bons talents dans ton équipe. Ça c'est ma manière de voir. À l'époque, c'était un acte de défiance, de challenger un leader. Aujourd'hui, c'est un acte d'intelligence. Pour moi, c'est un acte d'intelligence, oui. Et je pense que oui, si je n'aurais pas de personnes qui me challengent dans mon équipe, ça serait peut-être je chercherais peut-être une autre personne, oui. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton pouvoir, ta réputation, si tout d'un coup tu te rends compte qu'on te challenge et que tu as fait des erreurs, que tu as pris une mauvaise direction avec ton entreprise? J'ai pris plein de mauvaises décisions. J'ai commencé à faire une liste des fuck-ups. Plus de 230. J'ai commencé mon entreprise à novembre de l'année passée, c'est même pas une année. Et j'ai 234 fuck-ups. Donc, je pourrais te dire que... C'est toute l'équipe qui rentre les fuck-ups? Oui, eux aussi, mais c'est communautaire, en fait. C'est communautaire, presque, mais il y a plus peut-être en tant que directrice, parce que beaucoup de décisions que j'ai très mal prises. Mais je pense que c'est comme ça que tu grandis, et comme ça et que tu évolues, et il n'y a pas une magic gun que donc je pense que ça fait partie du chemin, de l'entrepreneuriat. D'où vient ton esprit d'entreprise? Alors, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon papa, il est entrepreneur, mon grand-père, donc je pense que ça vient un peu dans le sang. Je ne sais pas si c'est quelque chose, mais on nourrit, non? Comme les compétences, il y a comme on dit, génétique. Je ne pense pas que c'est génétique. Je viens de dire ça. Ça s'apprend. Et je pense que si tu as des rôles modèles, comme moi j'ai eu dans ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma soeur, des entrepreneurs, j'ai des personnes à qui je peux m'inspirer. Et après, c'est parce que je suis une rebelle. J'ai travaillé dans des multinationales, PMO, NGO et start-up. Et j'étais un conformiste. Anticonformiste, c'est ce qui t'a poussé à... Ça qui m'a poussé à faire mon entreprise. Oui, parce que je n'étais pas contente avec mon manager, ou pas contente avec la direction, ou pas contente. Et je dis, il faut faire les choses à ma manière. Donc, j'ai créé mon entreprise. Bravo, bravo. Une notion qui change, c'est celle du profit. On a un tout petit peu entendu avec Cyrus, mais effectivement, aujourd'hui, le profit, ce n'est pas peut-être ce qu'on recherche en priorité, en tout cas votre génération. On cherche plus à laisser une trace, un héritage. Donc ça, c'est une autre conversation qu'on a eue, mais c'est vrai que moi, à Equaland, on ne cherche pas le profit. J'espère qu'il n'a pas des investisseurs à moi ici. Mais ne disez pas vous ça. Vous en avez besoin un petit peu pour vivre, quand même. Non, oui, mais ce n'est pas le but d'Equaland. Le but de notre entreprise, c'est d'avoir un impact positif dans la génération à venir, parce que c'est eux, les enfants, qui peuvent vraiment changer le désastre que nous, on a créé. Donc, je pense que c'est avec la bonne éducation, well-rounded citizens, c'est eux qui peuvent changer le monde et faire des business avec une purpose et pas que dans le profit. Donc, Equaland, ce n'est pas dans le profit, mais moi, j'y crois que si on a un bon sens, une bienveillance, il se paye back. Tu vois, je crois que ce qu'on est en train de créer, l'impact positif avec l'éducation, on commence à avoir des clients, on commence à avoir... Donc, je pense que si tu as une bienveillance dans ton business, tu vas trouver ton chemin. C'est marrant parce que moi, ancienne génération, je mettais l'espoir sur ta génération de sauver le monde, et toi, tu mets l'espoir sur la génération alpha de sauver le monde. Donc j'espère qu'on aura une génération qui va nous sauver le monde. Cédric, une ou deux questions? Oui, il y a quelques questions. Il y a une qui va direct dans ce sens-là, je dirais. Il y a Daniel qui demande à Alma, quelle est ta vision sur la capacité des enfants d'aujourd'hui à créer un monde meilleur? La capacité, les enfants, c'est incroyable l'imagination qu'ils ont. Et ils ont de très bonnes idées et ils sont de très bons ambassadeurs. J'ai vu des digital leaders, éco-leaders dans les écoles. Ils font vraiment... Et moi, avec Equaland, ce qu'on est en train de voir, c'est comment on peut passer aussi d'apprendre, mais à l'action locale. Donc, on est en train de voir comment créer
if global warming is causing something, qu'est-ce que tu peux faire, non, pour réduire ça en tant que personne? C'est manger moins de viande. Moi, je ne suis pas végane, hein, mais j'adore la viande, mais je mange moins. J'utilise moins ma voiture, je vais plutôt en vélo. Donc, il a tous mais on dit, ah non, ça ne va pas avoir vraiment un impact. Oui, je pense que si tout le monde on fait des petites choses, il a quand même un impact global. Si on dit, ah non, ça ne fait pas le sens de mon impact, mais oui, on a tous un impact. Donc les enfants, ils ont un pouvoir énorme. Et ils ont aussi des mobilisateurs. Ils mobilisent énormément. Les parents, les familles, les écoles, ils ont un pouvoir, même de lever des fonds. J'ai vu une école qui ont levé plus d'argent que moi. Un enfant de 13 ans, j'ai dit, tu as fait comment? Et il a levé plus de 1 million avec, tu vois, avec des connexions. Bon, les écoles privées, c'est un bon ami avec des wealthy families. Donc voilà, mais c'est très intéressant. Une autre question, Cédric? On a encore deux. L'autoritarisme doit disparaître, mais par contre, la discipline reste primordiale. C'est en gros ce que tu as dit. Comment se former à l'autodiscipline dans le monde professionnel? Les rituels. Moi, c'est les rituels. J'ai un rituel, je me réveille le matin, je vais courir, nager avec mon vélo, après je reviens. Donc j'ai créé des rituels pour avoir une discipline. Et ça prend un moment, mais après ça crée une addiction. Moi, maintenant, si je me réveille, je fais pas. Aujourd'hui, je me suis baignée dans le lac, je pensais qu'il allait être monstre froid. Mais non, c'est plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'eau du lac, elle est magnifique. Je vous recommande tous, allez vous baigner. Vous avez compris, demain matin, on se donne rendez-vous vers Vevey pour une petite baignade collective. Oui, on va après faire un... Mais donc, il faut trouver des rituels qui peuvent vous aider à avoir des post-it. Moi, j'ai des post-it avec des messages, des visions, des choses que je veux accomplir. Et j'essaye d'avoir un cheerleader, avoir des personnes dans votre entourage qui vous soutiennent. J'ai la chance que j'ai des mentors, des coachs, grâce à Innobo, Microsoft, Google, donc j'ai beaucoup de soutien. Et ça, c'est vrai que pour les entrepreneurs, maintenant, on a énormément de soutien. C'est important de ne pas être seul. On a le poids de la responsabilité qui est quand même lourd. C'est très solitaire, l'entrepreneuriat, et être directeur, c'est très solitaire, mais c'est toujours, il faut avoir des alliés. Et j'ai un allié ici, donc j'ai plusieurs alliés, tout à l'heure, effectivement. Mais je pense que c'est très important d'avoir des alliés. Oui. Il a perdu tous ses cheveux depuis qu'il est allié avec vous. Il a eu du boulot. Cédric? Et puis une toute dernière question. Tu as parlé que la clé, selon toi, du futur, c'est l'autonomie. Chose que je partage plus ou moins avec toi. Je ne la partage pas. Ça, c'est une question qui vient de moi, dans le sens que la nouvelle génération, vous êtes plus dans le partage, dans l'échange, dans la collaboration, alors que nous, avant, on cachait un petit peu tout, surtout pas que notre voisin sache ce qu'on fait et nous pique l'idée. Mais comment tu restes autonome dans cette économie de partage, de collaboration et d'échange? Alors, c'est pas que parce que moi je suis autonome, tu vois, la liberté, elle est partagée. Tu vois, moi, si je peux empower ma cofondatrice, tu vois, on grandit ensemble. Et comme tout le monde, ah non, partage pas ton pitch ou tes informations sensibles, c'est très difficile de faire un business. C'est pas que je vais partager toute l'histoire des Colin, vous n'allez pas le faire. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a cette secrecy. Moi, en Suisse, assez fort cette histoire de secrets confidentiels. Il y a des choses, bien sûr, des données sensibles, des choses que ça doit rester privé, mais il y a plein de choses au niveau business qu'il faut partager. Et l'autonomie, je pense que on est plus c'est différent de team player, mais par exemple l'alpinisme, je fais de l'alpinisme. Aussi. Et oui. Et pour l'alpinisme, tu dois être très autonome, mais tu es en équipe. Tu dois travailler ensemble pour y arriver au sommet. Le but, c'est pas le sommet, c'est arriver safe à la maison. Donc dans ce sens. Et si tu n'es pas autonome, tu risques de mourir. Parce que j'ai mon guide de montagne, qui a beaucoup plus de connaissances que moi, mais il ne ferait pas des choses avec moi si je n'ai pas les connaissances. Donc c'est ça où on doit savoir qu'on doit être au plus autonome on est, le mieux, mais savoir collaborer et partager en équipe. Et que c'est un win-win. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Alma.